bonsoir tout le monde. Bienvenue du coup à Julie Robin de l'équipe Lizzie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va peut-être démarrer par les présentations aux personnes qui sont là, car moi je sais ce que vous faites, mais les personnes ne le savent pas forcément. Du coup, je vais vous laisser vous présenter finalement. Yes, honneur aux dames, Julie, je t'en prie. C'est gentil, merci. Je suis Julie. Moi, je suis chez Lizzie depuis que Lizzie a été créée et aujourd'hui, je m'occupe de superviser la production des livres audio de la marque. Voilà, mais Très... j'entends un peu dans le détail de mes tâches tout à l'heure. Ok, Et donc moi, c'est Robin, je suis arrivé chez Lizzie fin 2020 et je suis éditeur d'acquisition. Donc c'est moi plutôt qui vais m'occuper de sélectionner les titres et d'acheter les droits pour qu'on puisse les transformer ensuite en livres audio. ok, très bien. Et du coup, Lizzie, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de s'abonner à une plateforme type Amazon ou autre, enfin audiobooks, etc. Du coup, Lizzie, si vous deviez le présenter, c'est quoi? Alors la première chose que je dirais, c'est que la différence entre Amazon et nous, c'est que nous, notre première fonction, c'est qu'on est éditeur, on produit des livres audio. On n'est pas notre premier job, c'est pas de les vendre. Là où Audible, c'est vraiment un revendeur de livres audio. C'est comme un libraire en fait finalement. Mais donc ça vend des livres audio uniquement avec l'abonnement qu'on connaît, etc. Mais nous, voilà, notre fonction, c'est qu'on est vraiment une maison d'édition de livres audio. On est la maison d'édition du groupe Editis, qui est un des grands groupes éditoriaux en France. Ça fait donc 5 ans à peu près, oui, ça va faire 5 ans que Lizzie est Ok. créée. Et on a produit à peu près un peu plus d'un millier de titres, je crois, à ce stade. Donc Lizzie, bah, c'est une variété de catalogues. On fait vraiment à peu près tout ce qui existe en fait en termes de livres. Alors bien sûr qui est adaptable à l'audio, hein, j'en parlerai plus tard, mais tout ne se prête pas au jeu de l'audio. Mais on fait autant de la littérature que de la littérature donc très exigeante, autant que du grand public, autant que de la science-fiction, de la romance, du polar, mais aussi de la non-fiction. On va faire des essais, on fait quelques enquêtes, de la socio, du bien-être, du développement personnel, des titres un peu plus business, de l'histoire, voilà, de la jeunesse aussi, bien sûr, que j'ai failli oublier. Mais l'idée, c'est qu'on est hyper généraliste. Lizzie, ce qu'on veut, c'est proposer à l'audio bah, une vraie palette en fait de livres et de pouvoir faire découvrir ce format à un maximum de lecteurs. Ok, donc en fait, Lizzie, c'est, on va dire, la maison d'édition, comme on pourrait connaître Pocket, Pocket Jeunesse, 10-18, etc. Amazon, c'est le distributeur, enfin, ce qui nous permet de faire le lien avec ce que vous faites. Voilà. Exactement. Audible, Après, ouais. Audible produit, mais leur premier travail, oui, effectivement, c'est de revendre, quoi. Ok, Mm, mm. d'accord. Et du coup, Voilà. chacun votre métier. Julie, c'est quoi ton métier un peu plus en détail? Mon métier, ce que je fais chez Lizzie. Hmm. Du coup, si on devait procéder dans l'ordre, ce serait plutôt Robin qui est un peu qui Ah, est avant l'étape juste toi. avant la D'accord. mienne. Ouais. Donc Ok. peut-être qu'il peut commencer comme ça, j'enchaîne après Ah, ok, ok. sur son travail à lui. Bah, du coup, Robin. Ok. Alors moi, mon travail, alors il y a plusieurs strates, mais la première, effectivement, c'est de rencontrer un maximum d'éditeurs donc qui font du livre en français et de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer ou ce qu'ils ont sorti un petit peu comme nouveauté et de me pencher sur les textes, de les lire et d'étudier leur potentiel à l'audio pour voir un petit peu ce qui peut être intéressant à adapter. Alors nous, un des gros points forts de l'ISIT est qu'on est très penché sur l'apparition en simultané, donc ça rajoute une petite complexité à mon travail, c'est qu'il faut vraiment que je vois les éditeurs en amont des sorties et que j'ai une vision en fait de ce qui vont sortir sur l'année pour qu'on puisse avoir le temps d'acheter les droits, mais ensuite donc ce dont parlera Julie, de produire le titre en temps et en heure pour qu'il puisse sortir en même temps que le livre papier. Ça c'est vraiment très difficile, c'est des délais donc qu'évoquera Julie, mais ça c'est une grosse difficulté du travail, c'est d'avoir une vision globale, complète et assez en avance en fait des catalogues et des parutions de tous les éditeurs.
Et ensuite, bah, la deuxième partie de mon travail, ça va être de m'assurer de la cohérence du catalogue de Lizzie. Sur une année, on a des objectifs en termes sur un nombre de titres. Par exemple, si on décide de faire, je ne sais pas, 300 titres en 2023, il faut que je m'assure que dans les 300, ben, il n'y ait pas que du polar, il n'y ait pas 300 titres de polar, il faut qu'il y ait un petit peu de tout, parce qu'on a des lecteurs en fait qui aiment et qui ont vraiment des goûts variés, et il faut s'assurer justement qu'il y ait de tout pour tout le monde et qu'on puisse garantir bah, des parutions qui correspondent à tous nos lecteurs et avoir des choses de qualité sur tous les secteurs, quoi. Mm. Moi, j'ajouterais même que le travail de Robin, enfin, et de son équipe, il faut vraiment avoir une connaissance assez acérée du marché du livre en général, parce que c'est pas juste le livre audio, c'est-à-dire, enfin, c'est vraiment connaître bah, les tendances, qu'est-ce qui se vend partout dans le monde aussi, pas juste rester en France. Enfin, c'est vraiment analyser, oui, c'est ça, les tendances, les auteurs qui décollent, ou au contraire ceux qui sont entre guillemets en devenir. Enfin voilà, il y a vraiment un énorme travail de veille qui est assez impressionnant, quoi. Donc faut connaître toute la librairie, quoi, pas juste un ou deux rayons, quoi. Ok, ouais, donc c'est quand même un sacré challenge parce que le marché en France maintenant de livres est énorme. Donc il faut que vous ayez l'œil un peu partout, ce qui est assez challengeant. Et du coup, enfin, c'était quoi votre parcours pour arriver jusque-là? Parce que les livres audio, c'est pas forcément ce qui est le plus connu ou le plus sexy, entre guillemets, de nos jours. C'est assez peu répandu en France encore. Du coup, comment vous en êtes venu à travailler chez Lizzie? Oui, ça c'est clair, c'est vrai que c'est pas le premier métier auquel on pense en fait quand on pense à l'édition en général. Euh, mais pour moi, j'ai toujours écouté du livre audio depuis que Euh, alors toujours, c'est faux. C'est si effectivement on rajoute les petites composantes, etc. Oui, on peut dire toujours, mais on va dire que j'ai une pratique du livre audio depuis que je suis étudiant et que j'ai commencé donc mes études dans le secteur du livre. J'ai fait deux licences. J'ai fait une licence d'information et de communication, puis une licence de lettres. Et ensuite, je me suis dirigé vers le master de vitaneuse, donc de métier du livre. Suite à ça, du coup, j'ai eu un contrat d'apprentissage dans une agence littéraire. Alors ça c'est tout un autre point sur lequel je vais pas m'étendre, mais c'est en gros je négociais des droits pour des auteurs étrangers pour qu'ils puissent être traduits en France et donc publiés en France. Ok. Mais c'est par ce biais-là que j'ai rencontré du coup Lisa, la directrice de Lizzie, et que donc j'ai eu vent effectivement de tout ce qui se faisait chez Lizzie. J'avais toujours eu un gros point d'intérêt pour le livre audio, comme j'en écoutais en étant étudiant. Et donc quand j'ai quitté l'agence, bah, j'ai contacté l'édition Lizzie et du coup je suis arrivé chez Lizzie et j'en suis ravi. C'est vraiment, je pense que c'était un petit peu le meilleur de deux mondes. J'avais très envie de continuer à travailler dans l'édition parce que c'était mes études et c'était une vraie passion, quoi, le milieu du livre. Mhm. Et ce format justement sur lequel je sentais que j'avais une petite spécificité puisque je le consommais beaucoup, contrairement alors que le livre audio ça n'a jamais été, enfin, jusqu'à il y a quelques années, c'était pas vraiment un gros secteur de l'édition, donc j'étais ravi voilà, de pouvoir travailler chez Lizzie. Ok. Et moi, j'ai pas vraiment le même parcours que Robin. Je viens du livre papier à la base. J'ai vraiment fait des études. Alors si, comme Robin, j'ai fait vraiment un cursus métier du livre. Et je voulais d'abord être libraire. C'était ma première idée. Et en fait, j'ai fait mon premier stage en édition au Guide du Routard. Et bon, ça n'a rien à voir avec la litté ou le livre audio, hein, mais je me suis quand même davantage plu dans le milieu de l'édition que dans celui de la librairie, même si j'adore les libraires. Et, euh, et donc après, j'ai poursuivi avec un master et j'ai fait beaucoup de stages dans plein de maisons différentes qui faisaient des choses enfin, voilà, diverses et variées, plus ou moins connues. Et finalement, j'étais apprentie chez Gallimard, chez Folio, pendant 3 ans. C'est long comme apprentissage. Euh, voilà, donc moi je viens plutôt du livre papier, quoi. Donc Ok. voilà. Et une fois que j'ai terminé mon apprentissage, il fallait que je trouve un travail, parce que voilà, ça se termine un jour, quoi. Et j'ai vu une annonce pour Lizzie, qui s'appelait même pas Lizzie à l'époque, parce que la marque n'était pas encore lancée. Donc moi j'étais même avant qu'elle ne naisse. Ok. Euh, et le livre audio, j'en avais jamais écouté. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts, j'écoute énormément de musique, je suis très audiophile, mais Ok. c'est vrai que le livre audio, ça avait jamais été une passion particulière.
sur le coup, ils n'avaient pas besoin de quelqu'un spécialisé vraiment sur le livre audio. Il fallait plutôt quelqu'un qui ait des compétences juridiques, notamment sur des contrats. Donc c'était pas vraiment. Et finalement, ben voilà, donc j'étais. Au début, c'était assez joyeux, enfin joyeux ou pas, c'était intense. On était deux personnes à l'origine vraiment de Lizzie. Ok. Mais c'est super parce que moi, ça m'a fait voir plein de choses que j'avais pas vues chez Gallimard. Donc, et finalement, voilà, et l'audio, finalement, ben voilà, je m'y suis mise et donc aujourd'hui, ça fait 5 ans, hein, donc ça me plaît quand même, sinon je serais pas restée. Oui, du Voilà. coup. Puis comme à la base, t'écoutais des podcasts, peut-être que ça s'en rapproche un peu au final. Ça s'en rapproche, mais c'est pas exactement la même expérience d'écoute. Par exemple, un podcast, moi j'irais plus écouter du talk, vraiment des échanges, un peu comme celui qu'on a là, par exemple. Ok. Mais de la fiction, par exemple, ça me viendrait pas vraiment à l'idée d'écouter en mode podcast. Après, on va pas se mentir, les frontières sont de plus en plus poreuses entre livre audio et podcast. Mais le livre audio, on considère vraiment, au regard de la loi, que c'est. Alors là, j'ai utilisé un jargon juridique super chiant, mais en gros, un livre audio ne peut pas exister sans qu'il y ait un livre papier avant, en fait. Ah, ok. Ah, je Un savais livre pas. audio, c'est un livre papier c'est un livre qui a été imprimé Ok. et qui est lu. Voilà. Et lu, ça veut dire qu'on ne change pas le contenu, c'est-à-dire on lit vraiment ce Ouais. qui est écrit. On peut Ok. faire quelques adaptations, on en parlera après, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment la définition du livre audio, quoi. Et c'est encore différent du podcast. J'écoute pas du podcast au même moment où j'ai envie d'écouter du livre audio, par exemple. Ok. Bah, et du coup, comment on choisit un livre qui a été édité pour le mettre au catalogue audio, justement? Alors c'est hyper dur. Faut savoir que, enfin tu l'as souligné tout à l'heure, effectivement le secteur du livre en France il est assez énorme. On compte à peu près 40 000 nouveautés par an en papier. L'audio c'est moins d'un dixième de ça en termes de sortie. Donc rien que sur le secteur audio au global, il y a vraiment voilà une infime partie des livres qui sont sortis en papier qui vont arriver à l'audio. Chez Lizzy, bah, c'est encore plus petit puisqu'on représente une fraction de ce marché-là. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première qui est éliminatoire, bah, c'est qu'il y a des genres tout simplement qu'on n'adapte pas à l'audio, qui ne sont pas faits pour. Ces genres-là, bah, ils sont assez faciles à deviner. C'est effectivement bah, les beaux livres, les livres photos, les livres d'illustration. Ça n'a aucun sens d'en faire un livre audio. En tout cas, ça n'a pas vraiment vocation à avoir cette évolution. Tout ce qui est livre de bricolage et de jardinage dans l'immédiat, on voit pas trop quelle serait la plus-value de l'audio ou quel serait l'usage en fait de ce type de livre à l'audio. Je suis sûr que si on se donnait pour défi de faire un livre de jardinage à l'audio, on y arriverait et ce serait très chouette, mais dans l'immédiat, la logique est pas vraiment là, quoi. C'est Ok. pas, ça s'y prête pas. Donc à partir de là, on resserre sur plusieurs secteurs et ensuite, alors là, c'est vraiment il y a un petit peu de tout, on va dire, dans nos choix. Le, la base, c'est évidemment, on regarde le potentiel du titre à l'audio. On sait qui est l'audiolecteur moyen et on sait quels sont les types d'audiolecteurs, donc on sait ce qu'ils recherchent, ou en tout cas, on fait notre possible pour les comprendre au maximum et pour essayer d'anticiper leurs besoins de lecture en termes d'audio. Et donc on va essayer de voir justement les chiffres du papier, par exemple, quel titre fonctionne très bien en papier, puisque fatalement on se dit qu'un titre qui fonctionne très bien en papier a plus de chances de fonctionner en audio et donc de trouver son public. Au fond, c'est le débat dans l'édition en général. À quoi ça sert de faire un livre si personne va le lire? Nous, on se pose la même question, à quoi ça sert de faire un livre si personne va l'écouter? Finalement, c'est important de se poser ce genre de questions. Après, bien sûr, comme on lit les textes chez l'édito, bah, on a des coups de cœur, il y a des titres qu'on a envie de pousser, il y a des titres sur lesquels on sent une affinité pour l'audio, on se dit que ça peut vraiment faire un très très bel objet audio, un petit bijou. Mm. Donc sur ces titres-là, oui, ça nous arrive d'acheter des titres parce que nous, on voit le potentiel qualitatif et on a envie de pousser le titre. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, des fois, on achète des titres avant même qu'ils soient publiés, donc juste sur des manuscrits en fait que nous donnent les éditeurs, donc on n'a aucune idée des chiffres de vente en fait à ce moment-là, donc on se fie vraiment à notre instinct, on essaie de prendre le pouls un petit peu des audiolecteurs, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, et à partir de là, nous on prend une décision si c'était vraiment un bon titre et qu'on sent que ce type de titre fonctionne très bien, bah oui on va essayer en tout cas de convaincre l'éditeur de nous faire confiance et de nous laisser les droits audio.
On va essayer de les acheter, ouais, c'est sûr. Mais c'est vraiment, c'est très complexe hein, comme équation en fait. C'est vraiment, on se pose plein de questions. Il y a effectivement il y a plein de questions en fait qui sont difficiles à imaginer, en tout cas quand on travaille pas dans le milieu, comme tout simplement la longueur d'un texte. En fait, un titre, quand il est énorme, fatalement, on sait que chez nous, ça va faire des coûts de production complètement démentiels. En fait, un titre qui ferait 2000 pages, par exemple, ça fait un nombre d'heures pas possible quoi, à l'audio, donc ça fait des coûts de production complètement fous. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Alors, on arrive vraiment dans ce genre de cas. Hein. Les livres en France, en tout cas, restent plutôt raisonnables. On n'est pas sur des bibles à tous les coins de rue, mais voilà, c'est quand même des questions qu'on se pose. Oui, puis On sait, nous, par rapport à... il y a déjà des livres qui font quand même 40 heures Ouais, Ouais. en audio, donc j'imagine que c'est pas la ouais, même complètement. chose. Bah, chez Lizzie, après, on refuse pas de faire des titres longs, c'est juste que c'est une question qu'on se pose. Ça, c'est sûr. Oui. Quand il y a un titre qui n'a pas forcément très bien fonctionné en papier et qui est énorme et que nous, on l'aime bien, mais bon, on voit que le public ne répond pas au papier, bah, c'est fatalement pour nous, on se dit, bon, peut-être qu'on va pas investir autant d'argent sur ce titre-là. Avec l'argent qu'on mettrait sur ce titre-là, on pourrait en faire deux, trois de taille raisonnable, quoi. Donc voilà, il y a des budgets à prendre en compte, il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Après, Ok. on écoute le public aussi. Si on entend des gens qui nous réclament un titre à corps, enfin vraiment qui crient le nom d'un titre, nous, on est à l'écoute et on fait ce qu'on peut pour répondre justement au public. On veut absolument voilà, fournir ce que les gens veulent écouter, on veut le faire, quoi. Ouais, c'est quand même plein de paramètres à prendre en compte parce que ça reste une entreprise, donc forcément il y a les coûts de production et est-ce que ça va être plus ou moins rentable, même si bon à chaque fois c'est un pari, un peu comme dans l'édition plus classique. Mais Ouais, il y a complètement, c'est tout d'autres. le temps un pari, ouais. Après, il y a d'autres choses qui sont prises en compte, les coups de cœur des éditeurs, ce qu'on vous a aussi proposé, etc. Donc forcément, j'imagine effectivement que c'est compliqué. Et le processus du livre audio, c'est quoi? Parce que du coup, bah, on connaît un peu plus le livre papier, on reçoit le manuscrit, on le lit, on le corrige, on le met en page et on l'édite. Pour le livre audio, il faut trouver une voix, il faut trouver un studio. Comment ça se passe? Ça, c'est ma partie. Ça. Juste pour compléter le point de Robin tout à l'heure, ce qui est en plus, je trouve assez compliqué sur savoir quel livre va fonctionner à l'audio ou pas, c'est que c'est un marché qui est tellement dynamique depuis quelques années déjà. Euh, Même le public change en fait. Donc je pense que les gens qui écoutaient du livre audio il y a 5 ans, ce ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Par exemple, en 2021, il y a 800 000 nouveaux audiolecteurs. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il Ah y a ouais, pas loin d'un million de personnes qui ont commencé à écouter du livre audio, qui en ont ok. au moins écouté un. Donc je pense que le fait que, que le public soit très mouvant aussi, que ce soit un marché qui soit très dynamique et qui bouge beaucoup, ça facilite clairement pas la tâche de Robin. Oui. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est chouette, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de titres qui pourront trouver un écho à l'audio et des fois ça nous arrive aussi d'avoir des super surprises en audio, quoi. Des titres qui ont bien marché en papier mais qui finalement vont complètement décoller en audio, enfin vont vraiment trouver un public. Voilà quoi. Et après, il y a aussi une autre réflexion, enfin tu m'arrêtes Robin si je me trompe, mais c'est que sur le livre audio, vu qu'on est beaucoup sur du numérique, il n'y a pas ce souci entre guillemets d'avoir de la place en librairie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Ouais, il y a vraiment un phénomène de long seller. C'est-à-dire qu'on peut remettre en avant des titres de fond, titres de fond, c'est-à-dire des titres paris il y a plus d'un an, ou il y a 10 ans par exemple, d'un auteur. Eh ben, finalement, alors je dis pas que ça marchera aussi bien que sa nouveauté, mais voilà, il y a une espèce de par exemple, la nouveauté de Franck Tillier va sortir bientôt, de cet auteur de polar. Eh ben, on sait que mécaniquement, il y a des ouvrages de fond qui vont s'y remonter, quoi. Et Ouais, mais c'est ça, vrai c'est un que phénomène qu'on observe en librairie, mais on l'observe aussi beaucoup en audio. ouais, bah c'est vrai qu'en tant que moi, consommatrice de livres audio, si je le vois sortir sur le catalogue, bah, je me dis, oh bah c'est l'occasion de découvrir des titres que je découvre pas en papier, donc forcément, Mm. ouais. Donc voilà, c'était juste pour compléter ton petit point, mais qui était très complet, Robin. Voilà. Et merci. sur la partie production, j'ai essayé de faire synthétique parce que ça prend du temps de faire un livre audio. Il faut compter à peu près, à minimum 3 mois pour un livre qui fait à peu près 10 heures. Et encore, là, on est sur des délais confortables, on va dire. Ok. Donc ça n'arrive pas tous les jours. Euh,
Et en gros, je vais essayer d'être faire assez court. Mais en gros, il y a 7 grandes étapes pour produire un livre audio. La première, effectivement, tu en as parlé, c'est le choix du studio, en fait. Parce qu'avant de choisir un comédien, il faut déjà savoir à quel studio on va confier le projet. Chez Lizzie, pour 300 titres par an à peu près, on travaille avec 6 studios. C'est fait de façon encore assez artisanale, le livre audio, en fait. Enfin, vous allez le voir, c'est un peu long, hein. Mais donc il faut déjà choisir le bon studio. Alors il y a juste déjà des critères pratico-pratiques, c'est juste est-ce qu'ils ont de la place pour enregistrer notre titre dans les temps, combien ça va me coûter effectivement, parce qu'il y a des studios qui sont moins chers que d'autres suivant la durée du livre. Euh, et après il y a aussi un côté artistique, c'est-à-dire il y a des studios ils vont adorer enregistrer du développement personnel parce qu'ils ont plein de comédiens qui adorent faire ça, et au contraire il y en a d'autres, ils adorent la littérature plus pointue. Ou alors si je veux faire lire mon livre audio par un comédien un peu capricieux par exemple, il faudra quand même le diriger, donc il faut que je choisisse le bon studio avec le bon directeur artistique pour driver le comédien pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Enfin voilà, donc déjà il y a ces critères-là. Ensuite, il y a le choix de la voix, c'est un peu le cœur du réacteur, c'est-à-dire que si une voix ne plaît pas, la personne va lâcher le livre audio ou ne va pas l'acheter si ça l'accroche pas, quoi. Et là, généralement, on fait ce qu'on appelle une fiche casting, c'est-à-dire vraiment un peu comme dans la pub, c'est-à-dire pour une pub pour un produit contre l'acné, je vais pas prendre une personne qui a 70 ans, ça marchera pas. Il y aura pas de cohérence entre le message et la façon de le délivrer. Le livre audio, c'est la même chose, c'est-à-dire que si j'ai une narration à la première personne par une jeune femme de 20 ans, je vais pas prendre un comédien avec une voix super grave qui a 60 balais, enfin, il n'y aurait pas de cohérence. Enfin, il y aurait un vrai décalage entre le propos, la teneur du texte et la personne qui le porte. Donc voilà, c'est à ça que sert la fiche casting. Dedans, on met une petite bio de l'auteur déjà pour situer un peu voilà, à peu près l'auteur, le genre. Après, on fait un résumé très détaillé du roman au studio, parce qu'il a pas forcément, c'est un livre de 500 pages, il va peut-être pas forcément avoir le temps de lire le livre avant de faire passer le casting. Donc on met un résumé très détaillé et ça passe par des détails comme si c'est un polar avec un twist final, ben, pour peu que ça renverse toute l'intrigue et le jeu du narrateur, ben, je suis obligée de dévoiler le twist en fait. Ok. Donc un polar, faut que j'écrive la fin quoi. Donc c'est pas très cool pour le studio, pas trop pour le comédien non plus, mais c'est le jeu. Ok. Ensuite on va baliser un peu, on va faire un repérage, on va décrire les personnages principaux. Voilà, déjà pour donner les contours, parce que pour peu qu'il y ait plusieurs personnages, ben, va falloir leur donner une couleur, va falloir les différencier à l'audio. Et une personne par exemple qui a une voix extrêmement grave, qui n'a pas beaucoup d'amplitude en fait, bah, elle va avoir du mal à switcher d'une voix d'enfant à une voix de vieux monsieur quoi. Donc ça c'est des choses dont il faut tenir compte. Et ensuite il y a les difficultés en mode s'il y a beaucoup de termes espagnols, il vaudra mieux prendre un comédien ou une comédienne à l'aise avec cette langue pour que la lecture soit la plus fluide possible. Parce que si ça arrête sur chaque mot, ça va être compliqué quoi. Et ça passe aussi par baliser, par exemple s'il y a des scènes de sexe très crues et que le comédien ou la comédienne est très prude, ça sert à rien de se lancer en fait, parce qu'après s'il passe 10 heures à décrire des scènes un peu olé olé et qu'il est pas à l'aise, ça va pas être bon non plus quoi. Donc voilà, faut penser à toutes ces choses là. C'est comme pas un forcément vrai naturel. casting de Ouais, c'est un vrai film, quoi. casting, ouais. Ouais, c'est ça, bah oui, exactement. Enfin, savoir si les acteurs acceptent la nudité ou pas, bon, bah là c'est avec la voix, mais Ouais. c'est un peu différent. Mais voilà. Je sais pas pourquoi je parle que de nudité, en vrai il y a beaucoup d'autres sujets. Ah, Qui c'est pas sont grave, ici balisés. ils sont ravis, hein. On parle beaucoup de Peggy 18 et de livres un peu spicy, donc ils Pas ont de problème. l'habitude. J'aurais pu prendre un exemple en mode, je sais pas, un polar très décrit où il y a des scènes de torture, par exemple, très décrites, par exemple. Mais, mais bon, enfin voilà. Mais du coup, je me suis perdue dans la nudité là. Donc voilà, c'est ça. Et donc, on va décrire la narration aussi, parce qu'on va pas lire un texte de la même façon si c'est un narrateur omniscient ou si c'est une première personne, par exemple. Ok. Donc c'était l'exemple de la jeune femme et du vieux monsieur tout à l'heure. Et ensuite, on va décrire la voix, c'est-à-dire est-ce que je veux une voix d'homme, une voix de femme, c'est encore très binaire, hein, le livre audio. Euh, quel âge a cette voix? Est-ce que je veux une voix très âgée? Est-ce que je veux une voix plutôt claire? Est-ce que je veux une voix grave? Je veux une voix un peu sifflante? Enfin voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on va décrire au studio. Et ensuite, on sélectionne un extrait que 3 comédiens et comédiennes différents vont lire. En gros, les castings, généralement, c'est 3 voix, en règle générale. Ça peut être plus, hein, parce que s'il y a plusieurs narrateurs dans le livre, ça suppose qu'il y ait donc plusieurs lecteurs aussi, vu qu'il y a plusieurs points de vue. Ok. Voilà. Et donc ensuite, les studios, ils travaillent. Alors c'est pas nous qui allons chercher les comédiens.
ce sont les studios qui ont une espèce de bibliothèque de voix de comédiens D'accord. avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et c'est c'est le studio en lisant la fiche casting qui va se dire tiens, tel comédien, il serait super sur ce titre-là. Ok. Voilà. Donc nous, on n'est pas direct avec les comédiens. Pourquoi? Parce que nous, alors on peut des fois suggérer des comédiens si on a une idée, ou des comédiennes Oui. si on a une idée, mais en fait, un livre audio, ça prend du temps à enregistrer et le studio, il connaît les comédiens. Il sait si un comédien, ben, il pourra tenir la route sur un titre qui va faire 20 heures. Ok. Ou si au contraire, il va se fatiguer rapidement, donc ça va être un peu plus long. Ou alors si c'est un comédien difficile, des fois ça arrive aussi, hein, ou qui n'aime pas tel ou tel genre. Enfin voilà. Donc le studio fait vraiment cette présélection. Et ensuite, les comédiens vont donc enregistrer l'extrait en studio. L'extrait nous est envoyé. Euh, Et donc après, c'est à nous d'écouter ces trois extraits, de sélectionner celui qui nous semble le plus à même de vraiment respecter le texte, en fait, de le porter et d'accrocher l'oreille, quoi. Et c'est des décisions qui sont, en tout cas chez nous, chez Lizzie, c'est toujours collégial, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui écoutent les castings. C'est pas je m'occupe de ce titre, donc j'écoute tout seul, quoi. Ok. Pour la simple et bonne raison que des fois, on peut avoir des fixettes sur certaines voix qu'on n'aime pas, et du coup, on peut vraiment se concentrer que dessus et se bloquer, alors que voilà, enfin, c'est pas. Donc c'est bien d'avoir quand même des points de vue différents et d'en discuter ensemble ensuite, quoi. Oui, parce que du coup, Donc ça, si je c'est comprends bien, pour un livre, il y aura qu'une seule voix possible. Enfin, sauf s'il y a un double point de vue et que c'est deux comédiens pour un même livre. Mais par exemple, si j'écoute, je dis n'importe quoi, un livre de Franck Tillier, et ben j'aurai qu'une voix possible. Je peux pas choisir entre deux voix comme le GPS par exemple. Non, parce que c'est effectivement, c'est pas de l'intelligence artificielle déjà, donc on peut pas faire on peut pas, enfin, en tout cas, je sais qu'on en parle beaucoup de l'IA ces derniers temps, mais pour le livre audio, c'est clairement pas au point, Hmm. et Oui, ça sera surtout très pas pour robotique. ouais, et encore moins. Alors, je sais que je pense que ça peut fonctionner peut-être sur des articles de journaux, par exemple, qui sont des textes assez courts et très factuels. Donc, Mhm. bon, finalement, le style n'est pas non plus enfin, je sais pas, n'est pas ce qui compte vraiment dans le fond. Mais après, sur de l'audio, et pour tenir en haleine, parce qu'un livre audio, en moyenne, ça fait 11 heures quand même. Donc, faut se tenir pendant 11 heures avec une voix artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, non, on peut pas choisir le comédien, si c'est un homme, une femme ou autre. On peut pas. Euh, et en plus, c'est très artisanal, c'est-à-dire que du moment qu'on a choisi la voix, ensuite le comédien ou la comédienne va aller en studio. Donc en studio, il est dans une petite cabine avec un micro. Il est assis généralement face à un micro, enfin face un tout petit peu de côté comme ça. Le micro, il est jamais en face, il est toujours un peu sur le côté. Et il va avoir son texte sous les yeux. Il va faire défiler le texte et il lit son texte. Voilà. Et en dehors de cette petite cabine, il y a la régie avec. C'est souvent les images qu'on voit dans les films où ils ont des espèces de tableaux de bord énormes avec 150 boutons différents, on ne sait pas à quoi ils servent. Voilà. Et donc en régie, il y a un réalisateur qui est aussi ingé son, et lui, son rôle, ça va être déjà de contrôler la qualité sonore, savoir si le comédien, enfin voilà, s'il n'y a pas de bug, s'il n'y a pas de bruit parasite, un bruit de chemise, un gargouillis du ventre, parce que ça peut pas se nettoyer. Ça arrive souvent les gargouillis, c'est pour ça. Ou alors si le comédien a la bouche très sèche, du coup il va beaucoup plus saliver, donc ça va faire des petits bruits pas très agréables en mode un peu ASMR, et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ouais. Euh, Sauf peut-être pour les ouvrages un peu olé olé, mais bon, on va revenir dessus quoi. Et donc voilà, donc il contrôle la qualité sonore, mais il contrôle aussi vraiment le jeu du comédien. C'est-à-dire si on est sur un roman et que l'ingé son commence à piquer du nez et à s'endormir, ça veut dire que le comédien il fait pas le travail. C'est-à-dire que il rentre dans une espèce de scansion un peu systématique qui ennuie. Et donc si l'ingé son, enfin si le réalisateur s'endort, il y a quand même de fortes chances pour que l'audiolecteur il lâche l'affaire aussi. Effectivement. Donc voilà, donc il fait attention à tout ça quoi. Et puis même des fois c'est sur les intentions de jeu aussi. Par exemple. S'il commence à partir un peu dans tous les sens, ça devient un peu trop, ça joue beaucoup trop les personnages ou les dialogues. Bah, des fois, ça peut être fatigant aussi dans les oreilles d'avoir quelqu'un qui nous crie dessus. Enfin, c'est pas très agréable. Donc voilà. Donc l'ingé son réalisateur, il est là aussi pour, voilà, pour contrôler tout ce travail-là. Il faut savoir que pour une heure d'audio enregistrée, finie, il faut à peu près 2 heures d'enregistrement. Il faut le double. Ok. Alors, c'est Ah pas oui. parce que le comédien ou la comédienne est mauvais ou mauvaise, c'est simplement parce que je vous mets tous au défi de lire pendant 1 heure non-stop un Ah livre ouais. sans buter, sans vous tromper, sans glisser, sans. Enfin voilà, donc il y a des pauses régulières qui sont normales, hein.
Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très long, hein. On peut pas enregistrer avec une voix d'homme et une voix de femme un livre audio, ce serait vraiment trop compliqué. Mais ça Et voilà. doublerait complètement le travail. Ouais, alors déjà qu'un livre audio à produire, c'est beaucoup plus cher qu'un livre papier, et ça met beaucoup plus de temps parce qu'il y a un temps de lecture qui est incompressible, hein, Ouais. donc voilà. Donc une fois que c'est dans la boîte, il y a un travail de montage, mixage qui est fait par le studio, voilà, pour donner un peu de rythme, justement nettoyer un peu les bruits parasites, parce qu'il y a beaucoup de bruits qui peuvent quand même se nettoyer avec des logiciels dédiés. Le mixage, c'est pour égaliser un peu la voix, pour que la voix soit jolie. Donc nous, on reçoit cette première mouture, qu'on appelle des Master 1. On la fait entièrement réécouter par une correctrice, alors, c'est souvent des correctrices audio. Là, c'est une Ok. personne qui va écouter le livre audio et va lire le texte en même temps. Ok. Ouais. Et du coup, cette personne, bah, elle va relever les erreurs dans un tableau. Alors, que ce soit les erreurs de lecture ou les erreurs de son. Parce que ça arrive, hein, des fois que enfin, personne n'est parfait, hein. Comme dans un livre papier, finalement, il peut y avoir des coquilles qui restent. On renvoie ce tableau de correction au studio, ils intègrent les corrections s'ils peuvent, parce que si un mot, par exemple, il y a une phrase qui a oublié d'être lue, il faut faire revenir le comédien au studio pour Pour une réenregistrer la phrase phrase. qu'il n'a pas lue, pour la réintégrer. Enfin, Ok. bon, c'est des corrections qui coûtent cher. Ouais, C'est pas un c'est petit pas la signe même chose. typo qu'on met dans la marge où le compositeur il rentre les modifs sur InDesign, quoi. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Et ensuite, voilà. Et donc, une fois que tout ce travail-là est fait, on reçoit la version finale. Nous, de notre côté, on fait quelques vérifications plus techniques sur le son, les niveaux, etc. Et ensuite, ben voilà, le livre audio est né et part vers les plateformes des revendeurs. Je sais pas Ok. si j'étais très synthétique, mais à peu près, c'est ça Bah l'histoire. non, mais du coup c'est hyper intéressant parce que bah déjà il y avait plein de trucs qu'on savait pas forcément. J'ai l'impression que c'est un peu un mix entre plein de métiers de théâtre, de cinéma et d'enregistrement de CD. Donc en fait ça regroupe vraiment plein de choses et je savais même pas qu'il y avait... Enfin c'est vrai que j'avais pas pensé aux corrections en fait. Et donc du coup bah le métier de correcteur audio c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé. Et, euh, Ouais. et du Pas coup c'est très hyper intéressant. répandu, hein. En gros, la plupart des correctrices qui travaillent avec nous, c'est des gens qui faisaient pas de la correction. Bah, un peu comme on ne devient pas éditeur audio par grande vocation, enfin peut-être plus maintenant, mais à Oui, l'époque non, quoi. avant c'était beaucoup plus rare, quoi. On se dit pas je vais être correctrice audio, quoi. Oui. Donc c'est vraiment c'est des personnes qui ont travaillé avec nous depuis les débuts. Il a fallu leur former les oreilles aussi parce que c'est pas voilà. Au Oui, ça début, une demande correctrice énormément audio, elle va tout relever, quoi. Ouais. Oui, ça demande énormément de concentration parce qu'il faut et lire au papier Ouais. et Ouais. écouter et ne pas se faire avoir par son propre cerveau de si si je l'ai entendu en fait alors que pas du tout. Enfin, je pense que c'est hyper complexe, faut être très très minutieux pour le coup. Ouais. Ouais, c'est très dur, ouais. Pas du tout un métier pour moi en tout cas, ça c'est sûr. Je suis pas du tout perfectionniste. Du coup, ça marcherait pas. Mais non, mais du coup, c'est hyper intéressant de savoir ça. Et après, une fois que le livre il est fait, donc ça part aux plateformes, mais est-ce qu'il y a aussi des copies physiques de CD ou je sais pas trop comment Si ça c'est fonctionne? décédé encore. Si. Ok. Ouais, donc on peut Mais avoir. après, après ça, enfin, en tout cas, chez Lizzy, c'est pas. Vu qu'on est une marque assez jeune, en fait, on est arrivé il y a 5 ans, quand d'autres acteurs du livre audio plus historiques étaient là il y a plus de 10 ans, voire 20 ans, 30 ans pour certains, que je ne citerai pas. Mais eux, en fait, à l'époque où ça se vendait principalement en CD, ils sont très implantés dans les points de vente, en librairie et tout ça. Nous, c'est vrai qu'on est arrivé il y a 5 ans, c'est plus compliqué de se faire une place. Déjà, toutes les librairies n'ont pas de rayon livre audio Oui. physique. Enfin, c'est quand même, enfin, moi, je trouve ça assez rare, déjà, j'en vois rarement. Donc nous, c'est vrai que enfin, c'est vrai que la plupart je crois que c'est 80%, plus de 80% de la production est numérique en fait. Ouais, Enfin, bah je sais pas après, si c'est c'est vrai pour que. ça les chiffres, Robin, tu me corriges, mais Franchement, je me rappelle plus du chiffre exact, mais effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit vraiment à la pertinence du livre audio en librairie. En fait, le public des librairies, c'est un public très spécifique pour le livre audio. On n'a pas pour réflexe, en tout cas, d'aller acheter un livre audio en librairie aujourd'hui. C'est les consommateurs de livres audio, ils ont leur plateforme favorite et c'est vraiment sur du numérique, quoi, essentiellement. Hmm. Donc, le public des librairies, ça va être un public très spécifique et on l'a en tête et on se demande justement chaque mois bon, bah, qu'est-ce qu'on envoie en librairie et qu'est-ce qui est la pertinence en fait pour ce marché du CD qui est quand même assez minime et on fait nos choix par rapport à ça et effectivement selon les années
C'est un chiffre ou un autre, mais c'est plutôt en tendance qui descend, c'est sûr. Oui, bah c'est sûr Bah, au que. début de Lizzie, ouais, il y a 5 ans, on faisait toute la production Ouais. était faite en CD, quoi. Bon, Ok. on est vite revenu, on a vite Ouais, c'est trop, réduit la voilure, quoi. trop cher. En plus, le CD, c'est que ça met beaucoup de temps à être pressé, en fait. Ok. Enfin, à être fabriqué. Ouais. C'est très très long. C'est beaucoup plus long qu'un livre. Par exemple, à titre d'exemple, un livre de poche, en 2 heures, on peut imprimer 2000 exemplaires, par exemple, d'un livre de poche. Ok. Alors qu'un livre audio à produire, enfin vraiment un digipack avec la galette, enfin le CD, etc., faut compter, ouais, 3 mois pour 500 exemplaires, quoi. Parce Ah qu'en fait, oui, vu que c'est c'est pas la des même chose. petits volumes, Ok. c'est pas... ça met plus de temps, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué, j'imagine. Je suis désolée, il y a mon chien qui se met à faire l'alerte. Oui, c'est vrai que les livres, enfin les livres audio, du coup les CD, moi j'avais vu ça que en médiathèque en fait, donc j'avais pas du tout pensé avant d'aller en médiathèque que ça pouvait être en CD. Au final, je suis plus de la génération digitale, donc j'avais pas du tout pensé. Et on pose l'action, est-ce que des auto-édités, ils peuvent prendre contact par exemple avec vous pour être édités en audio ou comment ça se passe? Alors, c'est pas impossible. Nous, après, dans la logique du livre audio, il est rare en fait que des livres auto-édités euh, remplissent les critères entre guillemets qu'on a pour faire du livre audio, pour enregistrer un livre audio. Mais en soi, oui, il n'y a pas de contre-indication de base, quoi. C'est juste que bah, on n'a que, entre guillemets, que, ça paraît beaucoup, mais que 300 places au catalogue par an à peu près, donc on n'a pas énormément de place pour des titres justement comme ça. Oh, Pardon, je suis désolée, mais pas de elle, souci. elle ne J'allais dire comme ça, s'arrête ouais. plus car il y a le chien des voisins, évidemment, qui s'est mis devant la porte et qui nous fait un concert. C'est super. Mais Oui, du coup, pardon, je t'ai on va coupé. dire que la base, c'est que on a plutôt des contacts avec les maisons d'édition et les sessionnaires, et c'est eux qui vont nous donner une vision de ce qu'ils vont publier, de ce qui, des belles nouveautés qu'ils ont chez eux, etc. Et c'est comme ça qu'on fait notre choix. Donc dans notre circuit classique, effectivement, les titres auto-édités, c'est des titres sur lesquels on n'a pas forcément le réflexe d'aller se pencher, mais en soi, on n'a pas de raison de pas le faire, quoi. Donc s'il y a quelque chose d'hyper intéressant, on serait pas contre ça, je pense. Ok, Mais après, ouais, comme l'a expliqué Robin, il y a déjà une espèce d'énorme entonnoir oui. qui se fait par rapport aux 40 000 titres qui sont publiés chaque année. Donc effectivement, les livres auto-édités ont du mal à Oui, passer à dans cet passer entonnoir. dans le filet, c'est déjà hyper compliqué de sélectionner parmi tout ce qu'il y a, donc forcément j'imagine que c'est compliqué. Et tout à l'heure, je sais qu'il y a eu la question qui a été posée, est-ce que vous faites des fictions audio? Donc des livres, j'imagine, enfin la question ça devait être pas des livres papier, des choses que vous faites de A à De Z. l'inédit? Oui. De l'inédit. Ah bah c'est plutôt pour Julie, non? Je te laisse répondre à Euh, ça. oui, oui, bah pour le moment, on a fait quelques titres inédits. Après, c'était pas de la fiction à proprement parler. Pour moi, c'est un autre travail parce que fiction audio, ça, bah, du coup, c'est plus du livre audio. Si on s'en tient à ma définition Ouais. très juridique et très chiante du début de ce live, euh, mais non, pour le moment, on n'en fait pas. Ok. Voilà, parce que ça suppose, c'est un autre travail en fait. C'est un travail éditorial avec un auteur, ou un scénariste, hein, plus d'ailleurs dans ce cas-là. C'est de la mise en son qui est différente aussi, parce que généralement les fictions audio c'est très bruité. Il y a beaucoup d'ambiance sonore, beaucoup de musique, ce genre de choses. Donc pour le moment, on ne s'est pas trop lancé sur ce créneau-là, quoi. Ok. Oui, donc Voilà. c'est... Et Pardon, je encore une fois, on tousse a déjà beaucoup. tellement de choses à faire que Donc c'est vrai qu'on a répondu à pas mal de questions. Je cherche dans mes questions du coup parce que il y on avait a celle fait. des auteurs, j'ai vu dans celle que tu nous avais transmise, genre est-ce qu'ils sont contents ou pas, est-ce qu'ils participent ou pas. Oui, C'était oui, c'est vrai. Est-ce que les auteurs peuvent lire leurs propres livres? Alors, les auteurs peuvent complètement lire leur propre livre, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que un auteur, c'est pas toujours un comédien. Même s'il connaît bien son texte et qu'effectivement, on peut penser que c'est le plus à même de le livrer à ses lecteurs.
En fait, rester derrière un micro, enfin, je l'ai expliqué, hein, c'est 1 heure d'enregistrement fini, c'est 2 heures d'enregistrement en cabine, quoi. Donc, et lire, c'est un peu, c'est quand même très intense, quoi. C'est des séances qui généralement durent 3h30, 4 heures, mais pas plus, parce que c'est fatigant. Donc, en fait, l'idée pour nous, c'est si un auteur veut lire son texte, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on lui propose pour savoir s'il pourra vraiment aller au bout et s'il sera vraiment à l'aise avec l'exercice, c'est de faire un petit essai en studio avant, en fait. Pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près. 1 heure à peu près, généralement. Ok, donc oui, Donc c'est voilà. possible si, entre guillemets, il est bon comédien ou si il lit bien son Ouais, livre. et s'il est à l'aise aussi. Ouais, s'il est bon comédien et s'il est à l'aise, en fait. Parce que ouais, on est quand même dans une cabine, tout seul face à son micro. Enfin, c'est pas la situation la plus confortable du monde, hein, même s'il y a un côté un peu maternant, un peu cocon, hein, mais voilà, ça peut être un peu déroutant, quoi. Puis c'est fatigant, c'est vraiment fatigant d'être toujours concentré sur son texte pour le livrer, pour lui donner du rythme. Donc voilà. Donc, mais oui, les auteurs peuvent carrément lire leur texte, y a pas de... Au contraire, mais en plus pour nous c'est chouette parce que vu que l'audio c'était un format, c'était pas forcément le premier format auquel les auteurs vont spontanément penser. Ils vont voir effectivement leur livre grand format, cartonné, tout beau en librairie, voire même leur livre de poche. Souvent, le poche, c'est ce qui va rester le plus longtemps sur les étagères des libraires, plus que le grand format d'ailleurs. Mm. Mais c'est vrai que spontanément, ils pensent pas forcément à l'audio et qui s'impliquent autant justement dans la lecture de leur texte, que ce soit en la faisant eux-mêmes ou en voulant participer au choix de la voix aussi. Il y a des auteurs qui nous demandent s'ils peuvent écouter le casting avec nous. Ok, Voilà. Donc pour nous, c'est chouette. Ça montre qu'ils ont quand même de l'intérêt pour ce format-là qui se développe. Donc c'est assez chouette finalement. oui, Et donc même ils c'est peuvent en intégrer le studio. processus. Ouais. Et en studio, enfin, franchement, c'est toujours rigolo de les amener en studio. Enfin, ça Oui, fait souvent des jolis moments, quoi. Donc, il y a des auteurs qui pleurent et tout. Des fois, le oui, comédien et l'auteur pleurent ensemble. Le réal aussi. Enfin, c'est génial, tout le monde pleure. oui, Donc, ça peut être des beaux moments. C'est sûr que c'est émouvant aussi sûrement d'entendre son livre lu par quelqu'un d'autre. Parce que souvent le ouais. processus est assez solitaire. Et là, c'est toute une équipe qui s'occupe de son livre, donc ça doit être particulier, ça doit être des beaux moments, c'est vrai. Ouais, c'est chouette, c'est assez émouvant. On a déjà eu vraiment une autrice qui pleurait en écoutant la comédienne, quoi. Et vraiment en l'écoutant, parce qu'en plus, elle la voyait même pas. Donc, Ok, elle était pas face à elle. Donc ça, c'était vraiment cool, quoi. ouais, c'est le beau côté Enfin, c'est pas cool qu'elle pleure, hein, mais Non mais le fait c'était que émouvant, oui, j'imagine. Qu'elle soit touchée, ouais. voilà, qu'elle soit touchée. Mais en fait, en tant qu'éditeur audio, c'est aussi ce qu'on essaie de faire. C'est un peu le but du jeu aussi. C'est vraiment que les textes atteignent vraiment les audiolecteurs et que ça les touche et que ça leur parle, quoi. Enfin, donc quand c'est l'auteur lui-même qui est ému par son propre texte, qu'il entend le lire, dit par une autre personne, c'est waouh, trop bien. Oui, ok. Oui, ça c'est un point sur lequel je voulais revenir vite fait. En fait, quand tout à l'heure vous avez évoqué la possibilité d'avoir éventuellement le choix en fait entre les voix. Donc comme disait Julie, actuellement c'est pas le cas, mais en fait et nous pour le coup on est plutôt content que ce soit pas le cas parce que en fait, le travail qu'on fait avec les comédiens et le travail de sélection c'est vraiment un travail énorme en fait que font les éditeurs sur les textes. Ok, En préparation en fait on essaie vraiment de choisir la voix qui va incarner le texte. Il y a vraiment une dimension créative en fait qui est très très importante dans ce travail éditorial là, c'est qu'on essaie on donne une vraie couleur en fait finalement à un texte quand on choisit un comédien ou une comédienne pour le lire. Et nous effectivement quand on a des auteurs qui sont investis dans le livre audio et qui valident les voix, qui écoutent les castings, qui nous font des retours pour nous dire que c'est vraiment ça qu'ils imaginaient, ils sont en train de redécouvrir complètement leur texte, qu'ils découvrent des choses en fait dans leur texte en écoutant le livre audio que même avaient pas imaginé en fait entendre. C'est vraiment quelque chose de génial. Donc en fait, le fait d'avoir des vrais comédiens, des humains qu'on caste et qu'on arrive à choisir et à élire pour lire un texte, c'est quelque chose de génial. Il y a vraiment pas de, mm, on voit pas ça comme un obstacle en fait. L'idée que effectivement quand on choisit un comédien, bah, c'est lui qui va lire le titre et c'est lui qui incarne le titre et il n'y a pas d'option B quoi. Donc je comprends la logique lecteur de se dire ah mince j'aurais bien aimé que tel comédien que j'ai écouté sur tel titre en fait ils disent aussi celui-là, mais en fait
faut vraiment imaginer qu'il y a une vraie réflexion du côté éditorial de chaque choix en fait de voix. Et c'est pas du tout tel comédien disponible, du coup il lit tel titre. C'est vraiment nous, on se pose la question, on fait vraiment tout un casting et on travaille avec les auteurs quand ils sont investis pour trouver la meilleure voix pour le texte quoi. Ça fait vraiment complètement partie du travail de l'audio. Et du coup, enfin pour moi, je trouve ça génial justement le fait que nous on vienne apporter le un comédien, en fait, on vient de proposer finalement une interprétation du Oui. roman. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le livre audio, c'est que c'est une autre façon de vivre sa lecture, quoi. Il y a quelqu'un au milieu qui fait ce travail-là, en fait, de transformer le texte en de l'oral, quoi. Et je trouve, c'est très méta ce que je dis, mais je trouve que c'est un peu la beauté du livre audio, quoi. Donc c'est un peu, pour moi, c'est génial, quoi. Ouais, donc pour vous, c'est quand même Ouais, très différent un livre audio et un livre papier. ouais. Bah, En fait, c'est oui, différent, mais parce que c'est pas la même expérience ouais. en termes de lecture, quoi. Quand on lit, on a cette voix quand même dans notre tête. Enfin, pour la plupart des gens, je sais qu'il y a des gens qui ont pas ça, mais moi, c'est mon cas. Moi, quand je lis, j'ai une voix dans ma tête en fait qui me raconte ce que je suis en train de lire. Et quand on écoute un livre audio, cette voix dans notre tête, elle est dans notre tête aussi parce qu'on a nos écouteurs, mais c'est pas nous qui la créons. En fait, il y a quelque chose de c'est tout aussi, ça demande autant de concentration que la lecture, je trouve, moi, la lecture audio, puisqu'on est quand même concentré sur ce qu'on nous raconte et pas forcément sur une image. Mais voilà, c'est autant de concentration. La Mm. différence, c'est qu'effectivement, au milieu, il y a un comédien qui a été choisi et qui fait ce travail de transformer le texte et de lui donner une mélodie en respectant la ponctuation, etc., figée par l'auteur, mais qui fait quand même ce travail-là de donner une mélodie, de prêter un rythme, de prêter un ton en fait au texte, au personnage, à la narration, aux descriptions, à tout, qui donne en fait à tout le texte une autre couleur et une interprétation précise, ce qui est en fait un travail que du coup on va pas faire nous-mêmes en lisant le texte Mm. et qu'on devrait faire en fait si on lisait le texte nous-mêmes, Mm, si on lisait un texte papier ou un e-book. Mais ouais. pour moi en tout cas l'expérience est assez similaire dans la vie du texte qu'on s'en fait quand on le lit quoi. Moi quand je lis un texte je l'entends, quand j'écoute un livre audio bah, je l'entends aussi. Et donc en ça c'est similaire. La différence c'est vraiment cette chose, cet élément au milieu, le comédien, qui fait donc ce travail à notre place. Ouais, il faut vraiment pas opposer le. Bah, souvent, les gens ils disent non, mais moi j'écoute pas d'audio parce que je préfère le papier. Mais en fait, il y avait une question de je préfère le papier. Enfin, pour moi, c'est vraiment, si je veux faire une analogie un peu comme celle de Robin, c'est vraiment c'est comme quand on se déplace. Si je vais d'un point A à un point B, le but c'est d'être arrivé au point B, quoi. Mais après, l'expérience du trajet ne sera pas la même si je le fais à pied, si je le fais en vélo, si je le fais en trottinette électrique, etc., quoi. Donc, et le livre audio, c'est pareil. Le but, c'est qu'on découvre un texte voilà, le but c'est d'arriver à ce point B qui est découvrir un texte, rentrer dans une histoire, se laisser porter quoi. Mais c'est juste que c'est différent. Et y a pas, pour moi, il y a pas de, ça ne souffre pas d'une comparaison quoi. Oui, bah Voilà. après, Et il y c'est a comme d'autres. quand on était plus jeune, nos parents nous lisaient les histoires et c'était un Ouais. peu notre Et premier le pas. livre. Ouais, c'est Donc, ça. Bah, le livre audio, c'est de l'oralité en soi. Nous, on n'a pas inventé la machine à courber les bananes. Hein. C'est pas si révolutionnaire que ça. Le fait est qu'aujourd'hui, effectivement, la technologie permet effectivement d'avoir accès beaucoup plus facilement à des livres audio, que les usages sont simplifiés. Mais en soi, se laisser raconter une histoire, c'est quand même quelque chose qui est même plus vieux que l'écriture, quoi. Donc, ça oui. remonte à très loin, quoi. Et après, il y Alors a moi quelque chose cela dont j'ai dit, pas parlé. Oui, bah, ah, pardon, vas-y. moi j'allais dire il y a une différence clé en fait qui pour moi est importante, c'est que moi je suis un lecteur un peu maudit, parce que j'adore lire, mais j'ai le mal de mer partout, j'ai le mal des transports dans tous les transports qui existent sur Terre. Il n'y a pas un seul transport où j'ai pas envie de vomir. Et du coup le livre audio ça m'a un peu, c'est pour ça qu'en fait Ok. j'ai commencé quand j'étais étudiant. C'est vraiment ça qui m'a lancé sur les livres audio, c'est que je lisais énormément, j'avais envie de lire toujours plus. Je lisais des sagas fantasy interminables. Et du coup, je prenais un temps monstre parce que moi, j'étais incapable de lire dans le train, alors que je prenais le train toutes les semaines pour rentrer chez moi après la fac. Ok. J'étais incapable de lire dans le bus, j'étais incapable de lire, enfin, j'étais vraiment bloqué. Et le livre audio, ça m'a débloqué sur ça. Je sais que moi, en fait, tous les endroits où avant j'étais bloqué à écouter de la musique ou que sais-je, à l'époque les podcasts c'était pas vraiment ça, bah d'un coup, boum, le livre audio c'est venu remplir ces moments-là de lecture et des choses que je pouvais pas du tout, des livres que j'ai pu lire tellement plus vite ou que j'ai pu lire tout court parce qu'ils Oui. existaient en audio et que j'ai pu les acheter en audio, me les procurer sur Audible ou qui sais-je. Et enfin, ça c'est vraiment un élément clé pour moi du livre audio, c'est de
de rajouter de la lecture à des moments où en fait on pouvait pas en mettre. Moi, je suis allé encore plus loin que les transports. Après, je me suis mis à faire mon ménage en livre audio, Ouais. à faire enfin, que sais-je en livre audio. Mais c'est ça qui est assez génial, je trouve. Bah, Et tout à le l'heure, truc dont Ah, j'ai... pardon. Pardon. Je t'en prie, Julie. Ouais, je fais juste une petite parenthèse parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure et honte à moi parce que ça fait quand même partie du gros du travail que je suis censée faire. Donc, elle a oublié de travailler aujourd'hui. C'est la préparation des textes aussi. Robin, il l'évoquait. Mais en fait, un texte, quand on le lit, tout ce qui est écrit n'est pas forcément audible. Je sais pas, par exemple, comment on lit. Il y a un gros travail éditorial en fait à l'audio. Faut pas croire que c'est juste on choisit la voix et après le livre il vit sa vie tout seul en studio et c'est le réal qui s'occupe de tout quoi. Ok. C'est-à-dire qu'à l'audio on se pose quand même des questions. Comment intégrer une note de bas de page par exemple. C'est vrai qu'à Ah l'audio oui, on va c'est pas se vrai. dire ouais c'est vrai comment on fait. Donc soit on l'intègre dans le corps du texte, soit on peut pas la lire. Généralement on essaie Ouais. quand même de les intégrer, hein, mais c'est comment on va lire des termes étrangers. Alors, des termes écrits en espagnol ou dans les langues latines, ça va, on gère assez bien l'anglais, quoi. Mais alors, si c'est un truc écrit Ah oui. dans l'alphabet cyrillique ou en suédois ou en chinois, etc., enfin, Plus ça devient compliqué. plus compliqué. Donc là, il faut aller chercher la bonne prononciation parce que quand je lis un livre papier, au pire, si le mot, je vois pas très bien comment il se prononce, c'est pas très Ouais. grave, quoi. Enfin, je pourrais quand même avancer ma lecture. Mais à l'audio, si le mot est prononcé n'importe comment, ça Mm. pose davantage question, quoi. Donc il y a vraiment tout un travail documentaire aussi finalement pour aller chercher les bonnes prononciations, pour pas se tromper. Parce que sinon, à tous les coups, il y a quelqu'un qui va dire ah mais non, là vous avez prononcé de telle façon, c'est pas la bonne. Oui, il y aura toujours cette Euh, personne. c'est ça. Mais vraiment un peu comme quand on prépare le texte d'un livre, quand on fait de la préparation de copie sur un livre papier, c'est-à-dire faut que j'aille vérifier l'info, il faut que ce soit la bonne, faut que ma source soit la bonne, soit fiable en fait quoi. Donc il y a les langues étrangères, il y a comment on lit une date. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que je dis en 1515 ou est-ce que je dis en 1515 Ouais, ok. et comment j'unifie sur l'ensemble. Enfin, c'est des questions. Oui, on se pose plein de questions qu'on ne se pose Ouais, jamais c'est quand des on est. petits détails, mais finalement qui ont leur importance. Ouais, et par exemple, on a enregistré toute la saga de Dune. Alors, la saga Dune, ça a été. On a balisé plus de à peu près 2000 prononciations. Pourquoi? Waouh. Parce que ouais, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de film, enfin sur lesquels se baser. Enfin, s'il y en avait un, mais qui était très très décrié, Ouais, celui de David Lynch. Donc clairement, on pouvait pas se baser dessus pour nos prononciations, quoi. Donc en fait, on a fait appel à une éditrice externe qui est spécialiste de SF et qui a fait presque un travail de linguiste en fait, quoi, pour ok. aller chercher la prononciation exacte de chaque. Oui, en plus c'est de la SF, donc c'est des personnages avec des noms complètement. Ah bah ça, on Il adore. s'appelait pas Marie et Pierre, quoi. À chaque Donc fois, je le dis aux auteurs et aux autrices, il y en a quelques-uns dans le chat, je leur dis, mais pourquoi, dans la SFFF, vous leur donnez de tels noms? Est-ce qu'il y a une charte invisible aux yeux des lecteurs que vous signez pour leur donner des noms pareils ou... moi, j'avoue, des fois, ça va trop loin, quoi. Mais par On se exemple, demande aussi. ouais, pour les dunes, par exemple, l'auteur Frank Herbert, il s'est inspiré de l'arabe, du latin et de l'anglais, quoi. Alors, les trois Ok. mélangés, c'était dingue. Mais enfin, voilà, donc il y a quand même il y a quand même un très gros travail de balisage du texte qui est fait en amont, quoi. Donc, et ça, c'est vrai que ça, quand on lit un livre papier, on se pose pas vraiment la question, quoi. Vraiment pas. Donc voilà, s'il y a des auteurs ici, arrêtez de mettre des notes de bas de page. Alors, faut envoyer Mettez la au note moins. à J. Christophe. Je ne sais pas si vous avez lu Nevernight, mais Nevernight est connu pour avoir mis des notes de bas de page qui parfois durent 2 pages. Donc, c'est-à-dire que c'est impossible, je pense, de l'adapter en audio parce que vraiment, c'est infini ces notes de bas de page. Voilà, donc ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose systématiquement. Là, après, je sais pas si j'ai d'autres exemples en tête, mais voilà. Mais les prononciations, et puis pareil, oui, les prononciations, il faut vraiment bien les baliser et bien comment dire, savoir comment vraiment ça se prononce. Donc on les écrit de façon très phonétique pour que les studios ne se trompent pas de prononciation, quoi. Parce que des fois, Ok. la façon dont ça s'écrit, c'est pas la façon dont ça se prononce. Oui, oui, ah oui, c'est vrai. Par exemple, le O barré chez les Danois, je crois, ça se dit E, ça se dit pas O. Donc, D'accord, enfin bon, bref, donc à chaque fois, il y a il faut toujours le ce genre savoir. de. Faut le savoir. Non, mais on apprend plein de trucs. Donc voilà. Et des fois, il faut faire attention aussi à des trucs un peu tricky. Je sais pas, par exemple, on avait enregistré une nouvelle très polar. Et ça se déroulait dans un club échangiste. Je reviens toujours sur le sujet de la nudité. Vous me C'est le thème de la chaîne, donc ça me mais fait le beaucoup sexe fait rire. vendre, on n'enlèvera pas de la tête. Bon bref, donc toute l'intrigue se déroule dans un club échangiste où il y a des scènes très décrites, quoi. Et à un moment, je sais pas pourquoi l'auteur fait dire à son personnage principal,
Il a bien failli se faire prendre dans ses raies. Mais alors raies, R-E-T-S, dans le sens de filet, quoi. Mais vu le contexte de toute la Ok. nouvelle, on aurait clairement pu s'imaginer autre chose. Et là, le studio m'a vraiment appelé en me disant, en fait, on a un problème parce que là, cette phrase, elle passe pas à l'audio. Enfin, il y a Aïe, trop de aïe, aïe. confusion possible et voilà. Mais ça a beaucoup fait rire l'auteur qui était, du coup, on a Ah remplacé raies oui, par filet, c'était mieux. Euh, donc voilà. Mais donc voilà, il nous arrive quand même des petites aventures comme ça de temps en temps. un peu rigolote. À l'audio, ouais. Mais pour dire quand même qu'il y a un énorme travail de préparation qui est fait sur les livres aussi. C'est pas juste. Oui, Pas parce juste qu'un livre est envoyer le posté livre déjà imprimé. écrit et Ouais, puis voilà, c'est ça. débrouillez-vous, lisez-le quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire une relecture complète d'un livre, c'est pas mal pour relever toutes les coquilles qui restent aussi, parfois. Donc, Ah oui, on a aussi un peu un effectivement. travail de correcteur comme ça qui se fait. Il faut des Effectivement. petites passes au papier. Ouais, s'ils font des réimpressions, on fait coucou. Ici, il y a quand même voilà, il y a des On a coquilles qui restent. repéré un petit truc. Ok. Donc voilà, donc désolée pour cette relongue parenthèse, mais Ah ça, non, je voulais en mais parler du coup, et ça c'était fait quand hyper même intéressant. partie du boulot, quoi. Oui, bah oui, 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 c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait des personnes, bah, justement, le bout de la chaîne, les personnes qui vont écouter les livres audio. Est-ce que vous avez réussi à un peu identifier qui en lit? Parce que moi, par exemple, j'avais essayé quand j'étais étudiante et moi, j'avais pas du tout accroché. Et puis, plein d'amis en écoutaient. Et ils m'ont dit, mais si tu devrais réessayer quand même. Et j'ai réessayé il y a peut-être 2 3 ans. Et ça a complètement intégré mon quotidien. Donc maintenant, quand je promène les chiens, quand je cuisine, quand je fais le ménage, j'en écoute. Mais c'est quoi un peu le lecteur type du livre audio? Les gens qui s'épilent. Non, je rigole, pardon. Non, il y a plein de réponses à cette question, mais la base, la base, c'est que Désolée. le lecteur audio est un peu plus jeune que le lecteur classique, on va dire. Ok. Notre moyenne d'âge, elle est 10 ans plus jeune que le lecteur classique. Et après, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un lecteur audio, mais il y a plusieurs petites catégories qui, elles, après, composent une moyenne. Mais en majorité, on va dire que en moyenne, le lecteur audio est un peu plus masculin que le lecteur classique, donc de papier. Et ça, c'est un peu la surprise à chaque fois quand on en parle. Mais en fait, il y a un gros public. En fait, il y a des gens qui sont très populaires en audio, qui sont des genres traditionnellement plus masculins que féminins. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres à me dédouaner de ces faits. Mais par exemple, la SF, le polar et le business, ce sont trois gros genres en fait à l'audio qui ont déjà en fait des lecteurs qui ont fait une transition vers l'audio et Ok. qui écoutent donc les titres qu'ils ont déjà souvent lus en fait en papier et qui redécouvrent en audio parce qu'ils veulent faire une seconde lecture. En fait, Ok. ces genres-là sont déjà. Ouh, j'ai perdu l'image, mais vous m'entendez toujours, je pense. Je vous Oui. entends toujours. Ouais. Ok. Bah, ces genres-là, en tout cas, ont vraiment fait la conversion vers l'audio et sont bien présents déjà à l'audio. Donc voilà, on a une majorité masculine à cause entre guillemets de ça. Mais c'est en train d'évoluer. On a l'impression que c'est en train d'évoluer en tout cas, puisque on a d'autres genres qui sont en train de monter, comme le développement personnel, qui ont toujours, ça a toujours été quelque chose d'assez fort à l'audio, puisque en fait ça a complètement du sens dans l'usage qu'on a de la lecture de développement personnel, puisque c'est celle qui se rapproche finalement le plus de l'écoute de podcast. Et donc, voilà, la passerelle est un peu plus simple sur ce côté-là. Les Ok. gens qui écoutent des podcasts en développement personnel ont plus de facilité à aller sur du livre audio de développement personnel que, que voilà, des gens qui écoutent d'autres podcasts. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire vraiment sur le lecteur audio. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de lecteur type, on sait juste qu'il est un peu plus jeune et qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes, contrairement au livre classique. Mais sinon, Ok. après, il y a des petits secteurs en fait. Ok. C'est vrai que c'est un public qui va en rajeunissant. Alors c'est vrai il y a beaucoup de gens qui ont encore cette image de ah le livre audio c'est pour les personnes empêchées. Alors oui effectivement, mais pas que. Enfin c'est vraiment c'est pas que pour les vieilles personnes qui ont des problèmes Oui. avec leurs lunettes ou enfin voilà quoi. Bah, ça C'est un permet public aux personnes qui qui va en peuvent rajeunissant pas quoi. lire de lire. Et puis ça permet Ouais. aussi à d'autres personnes de découvrir le livre peut-être autrement. Ouais, c'est ça. Après, il faut savoir que souvent les personnes malvoyantes, elles écoutent les livres audio en version très accélérée. Elles veulent Hmm. la plupart du temps. Donc, c'est même pas pour la beauté de la voix, elles veulent du contenu. Donc, c'est même pas Ok. la même expérience d'écoute en fait, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un public qui va rajeunissant. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, Oui. Mais toutes les écoutes sont valides.
Voilà. Mais Ouais, carrément, c'est clair. de toute façon, plus on est de fous, plus on rit, on adore. Et est-ce que vous avez des recommandations pour quelqu'un qui aurait jamais écouté du livre audio? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus simples pour commencer? Ah, Ah oui, moi j'en ai vraiment plein. Mon premier conseil, c'est d'aller vers un titre qu'on adore, qu'on relit tout le temps et d'essayer d'en trouver la version audio. Je pense que ça c'est le premier, ça c'est le truc qui fait vraiment découvrir l'audio et qui en fait découvrir un petit peu la beauté, puisqu'en fait un livre qu'on connaît bien, qu'on a lu plein de fois en papier, quand on le découvre à l'audio, c'est hyper, enfin, c'est hyper touchant, moi je trouve. Moi ça, je sais que ça m'est arrivé du coup quand j'étais étudiant de découvrir la version audio d'un de mes livres préférés et c'est génial quoi. Après, il y a des titres qui sont un petit peu intimidants en papier, je pense aux gros pavés et qui peuvent peut-être faire moins peur en audio, Hmm. puisque comment dire, mm, on se dit que voilà, l'audio, ça peut passer plus vite puisqu'on a plus de moments de lecture, etc. Donc peut-être effectivement si quelqu'un a envie de tester l'audio, un gros pavé, ça peut être une bonne option. Ça permet ouais, de rentabiliser ces moments-là. ouais. Moi, je dirais Euh, l'inverse, c'est trop drôle. Ah Pour un oui. pre- Bah, je sais pas. Moi, pour un premier livre audio, je conseille plutôt justement des livres audio pas trop longs pour au moins être sûr d'arriver au bout, quoi. Et se dire, Ok. j'ai été au bout de ce livre audio. Mais donc un livre, Il y a parce deux que c'est écoles, quand quoi. même. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend aussi du temps aussi qu'on a, enfin, Ouais, à louer au livre audio. Donc voilà quoi. Mais après, oui, effectivement, sur les pavés, les sagas et tout ça, je pense à l'usage, ça peut vraiment être. Pour le coup, je pense que le livre audio mm, s'y prête vachement, quoi. oui, Voilà. complètement. Mais ouais, mais vraiment pour les néophytes et ceux qui veulent écouter un premier livre audio, c'est vrai que c'est peut-être bien de commencer par un livre. Enfin, moi, je conseillerais plutôt de commencer par un livre qui fait 3 4 heures, parce que c'est facile à caser dans l'emploi du temps et ça permet vraiment quand De même déjà découvrir. de se lancer dans l'expérience, quoi. Ok, Mhm. Après, ça dépend tellement des gens et de la sensibilité à la voix aussi ouais. que voilà quoi. Donc vous avez deux écoles. Soit vous commencez timidement, la team Julie, soit vous plongez complètement, la team Robin, et vous prenez un On gros y va pavé. enfonce. Je suis compétente. Robin, c'est un aventurier, c'est pour ça. C'est ça. Et du coup, pour finir, est-ce que vous pourriez nous conseiller un de vos coups de cœur pour qu'on découvre peut-être un titre auquel on n'aurait pas pensé? Ah mais un, c'est dur. Ah, Ouais, un j'avoue. petit, un petit top 3. En plus, Ok, pour ceux qu'on a top. produit, franchement, j'ai l'impression de choisir entre mes Eh, bébés, c'est quoi. dur. Ah, je sais, hein, C'est c'est chaud. terrible. Mais même Ouais. moi, quand on me dit c'est quoi tes livres préférés, je leur dis non, mais non, 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 c'est impossible. Ah là là, alors, moi, je vais essayer de faire un petit peu varier, de prendre des choses qui se ressemblent pas. Je pense que le premier titre que je conseillerais, on a fait un titre l'an dernier chez Lizzy, et vraiment, c'est un peu une pépite cachée, quoi. C'est pas un titre qui a fait énormément de bruit lors de la dernière rentrée littéraire, mais moi, c'est un titre que j'ai adoré, et la version audio qu'on en a fait, elle est géniale. C'est Le Pays des phrases courtes de... Alors, Hmm. le nom de l'auteur, il est hyper chaud à prononcer, c'est Stine Pilgaard, je crois. Ok. Ouais, je crois. Et il est lu par Lola Neymar, qui est une super comédienne, mais en fait, ce qui est chouette, c'est que le titre, le livre parle d'une jeune femme qui change de vie, entre guillemets, puisque elle est mariée à un prof, ça se passe au Danemark, qui va, euh, qui va travailler dans une université, mais un espèce de campus danois où tout le monde vit en communauté, où tout le monde rentre chez tout le monde. C'est vraiment une vie très différente. Et en fait, Lola Nemark, quand elle a lu ce titre, elle était un petit peu dans un moment similaire de sa vie où elle a Ok. vachement changé en fait de sa façon de vivre. Et donc, elle a lu le roman avec tellement de... Enfin, c'est hyper drôle, quoi. Le roman est très cynique, c'est un humour un peu noir. Ok. Euh, puisque c'est sur l'adaptation et sur bah, apprivoiser son environnement et des gens qui sont hyper intrusifs. Mais c'est hyper drôle, quoi. J'ai vraiment adoré ce livre audio. Je pense que c'est un des livres audio que j'ai produit où voilà, c'est un truc un peu planqué et personne va vraiment tomber dessus par hasard. Ok. Mais le peu de gens qui vont tomber dessus par hasard ou parce que je l'aurais conseillé ici, bah, ils vont se régaler vraiment, on va passer un super moment. Alors, moi, je suis plus sérieuse que Euh, Robin, j'ai fait mes devoirs, hein. Moi, je me suis noté mon top 3. ah, Ouais, mais Robin, on a dit que c'était un aventurier. Donc Ouais, c'est pour ça, il va comme ça. il y va YOLO. mais j'en ai deux autres, hein, j'en ai deux autres que je Vas-y, peux vas-y. que je peux conseiller. Alors,
Alors, le deuxième que je conseillerais, c'est la saga Vampiria de Victor Dixon. Ok. On a fait les trois premiers tomes et spoiler, on va faire du coup la nouvelle trilogie aussi. Mais, les trois premiers tomes, en fait, de Vampiria de Victor Dixon, ce qui est très très chouette, c'est que dans le roman, la musique a une place assez importante, et donc l'audio en général existe vraiment dans le roman. Il y a soit de la musique, en fait non, c'est de la musique tout court. Mais du coup, nous, en fait, ça nous a poussé dans un nouveau défi, c'est de transformer ces mélodies qui sont décrites dans le texte en son, en fait, qu'on peut mettre dans le livre audio. Et donc, c'est une super expérience, je pense, d'écouter cette trilogie, en tout cas la première trilogie de Vampiria à l'audio, parce que c'est une expérience complètement différente du roman. Ok. On a de la musique, du coup, qui a été créée qui est sous le texte. On a un petit peu de son ambiance. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont venues augmenter Trop bien. Ok. l'expérience, quoi. C'était vraiment l'audio est hyper différent du roman. Et je pense que, alors ça, c'est pas pour du débutant du livre audio, je pense, parce que c'est hyper immersif en fait. C'est un peu déboussolant, je pense même. Non, déboussolant, faut pas exagérer, mais c'est vraiment une expérience, quoi. Cette saga-là à l'audio. Oui. C'est quelque chose d'hyper unique. Ok. Euh, et après, le dernier que je conseillerais, parce qu'en fait j'en ai entendu des super retours de mes amis il n'y a pas longtemps et donc il est dans ma tête là, c'est My Dear Fucking Prince Ouais. qu'on a fait à l'audio, donc Red, White and Royal Blue, qui est, bon, que tout le monde connaît, je pense, il est assez populaire, mais la version audio est très très chouette en fait, elle est lue par Thomas Dormois qui est un super comédien qui n'a pas fait énormément de livres audio, mais celui-ci pour moi c'est vraiment son média, il est vraiment très. Enfin, je dis ça alors que ça se trouve t'en as fait Julie avec lui, mais en tout cas à l'époque, quand on avait fait, euh, quand on avait fait celui-ci, c'était vraiment. Moi j'ai trouvé qu'il a fait un travail exceptionnel quoi. Les personnages sont hyper bien campés, la narration est hyper fluide, c'est très dynamique, c'est captivant en fait ce qu'il a réussi à faire. La traduction est top hein, de lui-même, donc Mm. c'était facile à lire, mais ce qu'a fait Thomas Dormois, c'est vraiment génial. Ok. Bah moi ça me donne envie en tout cas. Ça me donne même envie de Super. relire Vampiria donc. Ouais, franchement, Trop les bien, bah, Vampires, je ils sont t'en top. prie. Je les ai mis dans ma liste aussi. Mais Ah, moi, mes coups de cœur, on parlait de titres courts tout à l'heure pour commencer. On peut commencer par des classiques aussi, c'est cool pour se replonger dedans. Et on a enregistré La ferme des animaux de George Orwell, Ah ouais. lu par Arthur Teboul, c'est la voix du groupe Feu Chatterton. Ok. Et, Trop et stylé. il a une voix incroyable. Et franchement, alors c'est un livre audio qui est plutôt court, je crois qu'il fait 4 heures. Ok. Et c'est trop bien. Et dedans, un petit bonus, parce que, bon, je vous spoil pas, mais à un moment, les animaux ont un hymne qu'ils chantent. Alors, c'est des paroles libres de droit, du coup, vu que Orwell est dans le domaine public. Ok. Et du coup, Arthur Teboul a fait une petite impro et tout. Franchement, c'est trop bien. Enfin, puis ça, c'était un. Enfin, moi, franchement, pour écouter un classique et tout, Trop bien. court, et pour démarrer le livre audio, je trouve que c'est franchement une bonne alternative. Après, dans les coups de cœur, il y avait Les Éclats. C'est le dernier roman de Bret Easton Ellis qui fait 600 pages. Wow. Donc celui-là, il est peut-être un peu plus pour les gens un peu plus Habitué. bourrins, hein, vu qu'ils se lancent dans des trucs ultra longs. Voilà. Ouais, il est lu par Benjamin Youngers, qui est un ancien comédien de la Comédie Française Ok. et qui est un très très bon lecteur de livres audio. C'est lui qui a lu tous les Dunes aussi. Ok. Et franchement, c'est très. C'est un bouquin qui fait 600 pages, le livre audio fait 23 heures, mais ça passe tout seul, quoi. C'est fou. Il arrive à maintenir l'attention pendant toute la durée du roman. Enfin, il est incroyable, quoi. En plus, c'est une narration à la première personne, mais il incarne avec une finesse qui est vraiment assez dingue, quoi. Et après, oh, ok, je triche, j'en ai 4, mais j'en ai pas 3. Mais j'ai Surface d'Olivier Norek, qui est un Ouais. titre, pareil, qui est sorti il y a quelques années déjà, qui est lu par Léo Vaniro. Et là, pareil, c'est génial parce que l'héroïne, c'est une nana qui était dans les brigades d'intervention de la police et qui se fait complètement défigurer le visage et tout au début du roman. Et du coup, elle est un peu mise au rebut par son administration. Donc, elle termine sur une vieille enquête, un espèce de cold case au fin fond de l'Aveyron, quoi. Alors là, l'Aveyron, ça vend pas forcément du rêve, mis à part qu'ils ont du super saucisson. Mais Léo Vanni, elle a fait un énorme travail sur vraiment la douleur du personnage et enfin bref, et on voit vraiment le personnage qui évolue vraiment tout au long de l'écoute. C'est un super polar en plus, donc ça maintient vraiment la tension. On est comme ça pendant toute l'écoute. Et alors, avoir une voix qui vous lit du polar, franchement, c'est trop bien. Quand c'est bien fait, c'est dingue, quoi. Alors, à ne Donc pas voilà. écouter le soir si on est peureux comme moi. Parce Ouais, qu'alors là, alors on moi, ne dort pas.
Ah ouais, moi j'ai écouté un Franck Tillier l'été dernier, franchement, j'étais comme ça, Waouh. enfin dans mon lit, j'étais pas bien quoi, parce Ah, que mais c'était oui, hein. chaud. Mais c'était Ouais. incroyable, franchement, c'est là que je me dis l'audio, c'est fou à quel point ça fonctionne quoi. Oui. Et le dernier petit bonus, qui est un titre qu'on a fait ouais, au début de Lizzy, donc il date un peu, mais moi je l'aime bien l'écouter, enfin j'ai adoré l'écouter, c'était The Hate You Give, euh, de Angie Thomas, qu'on a fait lire par Oui. Aloïs Sauvage. Enfin, Oui. aujourd'hui, Aloïs Sauvage, elle est vachement dans la hype, mais à l'époque, Mm. elle débutait et tout. Et franchement, sa lecture, elle est super. Parce Ok. que elle a vraiment une espèce de scansion un peu rap, peut-être pas, mais elle va pas rapper tout le roman. Hein, Très musical, mais ouais. je sais pas, ouais, il y a une espèce d'énergie assez folle qui se dégage de sa lecture et qui est Ok. vraiment super agréable pour ce livre Young Adult. Franchement, j'ai trouvé qu'elle a fait un super travail dessus, quoi. Donc voilà mes petits coups de cœur. Ok, Et bah trop bien. ça fait Pareil, ça plein donne d'heures trop d'écoute, envie. hein, ouais, c'est trop bien. Ça me donne envie de me Trop bien. replonger dans des polars thrillers alors que tout le monde sait que je suis trop heureuse pour lire ça. Ouais, les Mais Tillier, ils sont géniaux par contre. Le Jérémy Covillo, qui est la voix du commandant Charcot, il est impressionnant. Franchement, je vous invite à tous les écouter. Pour le coup, là, il n'y a pas de distinction, quoi. Ouais, après, c'est vrai que pour les peureux, l'audio en général, c'est plus. Ça fait grossir le truc plutôt que le minimiser, quoi. Ça fait ah plus oui. peur en audio que Ouais. Ah oui, oui, je malheureusement. trouve que Donc, c'est ouais. beaucoup plus Après, impactant. peut-être pas pour toi. Ah, mais c'est beaucoup plus impactant. Moi, je sais que quand je lis des scènes un peu plus trash à l'écrit, aucun problème. Je lis des trucs horribles sans problème. Mais alors en audio, j'ai découvert que j'étais hypersensible. Donc, du coup, je sélectionne plus mes lectures pour le coup. Mais ça, d'ailleurs, c'est un des trucs sur lesquels nous, on fait un petit peu attention aussi quand on choisit des textes. Alors, c'est vraiment dans des extraits d'extrême hein, qu'on Oui. met le haut là, mais sur des textes, en fait, qui sont très, très durs, en fait, à lire, où il y a des descriptions c'est pas vraiment la violence finalement le problème, je pense que c'est vraiment l'état dans lequel ça met le lecteur qui est problématique. Bah, on sait qu'à l'audio ça va être encore et ça va être vraiment alors dur à lire pour le Mm. comédien, mais bon ça à la limite voilà, on peut faire un casting en conséquence, mais pour un audio lecteur d'entendre Mm. ce genre de choses c'est vraiment très très difficile aussi. Donc on n'est pas dans un acte de censure, mais on est Très très conscient vigilant. parce qu'avant d'être comme les éditeurs papier, avant d'être des éditeurs, on est des lecteurs. Hein. Donc avant d'être des éditeurs audio, on est des audio lecteurs. Oui. Et on sait la puissance que ça a l'audio et l'espèce de pouvoir d'amplification et de... Ouais, ça fait vraiment grossir, ça fait ressortir les choses les plus intenses en fait et ça rend des choses qui sont déjà difficiles vraiment Mm. quasiment intenables quoi. Donc voilà, ça c'est un truc en acquisition en tout cas pour tous dans les achats, on fait un petit peu attention parce que on sait qu'il y a des choses en audio, ça ne passe, enfin, ça va être trop dur en fait, ça va être Ok. impossible. Ok. Ouais, bah. Effectivement, du coup, je confirme Mm. pour ma part, je suis assez d'accord. Et ben écoutez, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. En vrai, j'ai appris plein de trucs. Trop chouette. Wow. J'espère que ça vous a plu, du coup, le live. Euh, et je suis désolée, je suis un peu malade. Je suis même, voire très malade. Donc, j'ai tenté de masquer, mais j'étais un peu parfois sur le Bah, fil. ça s'entendait pas du tout. Non. Mais Mais en moi, tout- je voulais te poser une petite question, ceci dit, oui. est-ce que toi, t'as un ou deux livres audio justement que tu conseillerais? Alors peut-être que tu en as déjà parlé avant qu'on arrive, et du coup, moi, j'arrive un peu, ouh, Non, mais j'en ai même pas je suis parlé. assez curieux. J'en ai même pas parlé. Alors, je sais pas si c'est au catalogue Lizzie par contre. Euh, Vas-y, c'est pas grave, tant pis. Enfer et damnation. En fait, j'en ai lu un qui m'a énormément touchée. C'était un. Alors, je suis la pire influenceuse de l'univers, c'est-à-dire que je me souviens des couvertures et voilà, c'est super. Alors, je vais le retrouver, c'est Viking. Voilà, Viking 2. Je vais retrouver le titre dans une seconde. C'est un livre qui est paru chez Nil. Euh, je l'ai même plus. Ah, je crois qu'on Moi, l'a ça pas ne me fait dit celui-là. rien. Je suis une Viking Alors, d'Andrew Non, celui-là, MacDonald. ah, on ne l'a pas fait celui-là. Ah voilà. Pas grave. Celui-là j'avais beaucoup aimé parce que ça parlait de handicap et ça m'avait beaucoup touchée. ok. Euh, et sinon un qui m'a pareil
vraiment touchée parce que ça s'éloigne. En fait, j'écoute en audio des livres que je lis pas en papier. Il faut savoir qu'en papier, je lis énormément d'imaginaire et de jeunesse. Et en audio, j'écoute beaucoup de littérature générale, Ok. ce que je ne faisais pas du tout avant. Et là, c'était le prix Goncourt des lycéens 2020, Les Impatientes de Djali Yes, Amadou. ça c'est Ah, chez ça nous. c'est chez nous. Ah, voilà. Et Ah ben, ouais, il est génial. Alors, il est hyper dur. Franchement, il m'a mis mal au ventre. Et pourtant, normalement, je suis vraiment. Je regarde Game of Thrones sans problème, quoi, pour vous dire. Mais il m'a mis mal au ventre, quoi. Il est hyper touchant. Donc, il m'avait beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué. ouais. Ouais, sur ce titre, le choix de la voix, ça a été une vraie complexité parce que c'est, comme tu le dis, c'est vrai que c'est un texte difficile et en même temps qui est très très beau, très bien écrit. Donc fallait vraiment trouver une comédienne qui est capable Mm. de faire justice aux deux côtés, quoi. En même temps, l'âpreté et la beauté du texte. Ouais, ben, je crois que c'est toi, Julie, qui l'a produit en plus, donc peut-être que tu peux en dire un peu C'est plus. même moi qui ai été chercher la voix et tout, quoi. Oh, C'est moi qui l'ai waouh! suggéré. Ouh. Bah, ça C'était a trop bien Léonie fonctionné. Simalia. Merci, je suis super touchée. Non, en plus, c'était trop bien parce que la comédienne a rencontré Jalia Madouamal Ah, trop chouette. et du coup, elles ont discuté ensemble et tout, et c'était super émouvant, quoi. Donc, Ah, bah oui, elles j'imagine. se sont trop bien entendues et tout. L'autrice, elle a offert à toute sa famille le livre audio. Ah, trop chou. Donc non, franchement, c'était un super moment. On avait fait un déj et tout, tout ensemble et Trop bien. c'était très émouvant. Franchement, Ah, c'était bah super. oui, j'imagine. Ouais, non, le texte est très très dur, mais très Ouais, important en même temps. mm, Donc ouais, ça avait été un très très beau coup de cœur audio, du coup, pour le coup. super. Donc c'est bon, j'ai trouvé un titre de chez Lizzie, je suis contente. J'ai pas tout raté. Généralement, c'est un bon titre, c'est chez nous, hein, on va pas se mentir. Bah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, trop trop chouette. Bah, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous présenter le livre audio. Enfin, Ouais. c'était trop trop intéressant. Moi, je suis trop Bah, contente. merci à toi. Bah C'était ouais, très merci. chouette. C'était trop bien de répondre à vos questions et tout. Donc, Trop bien. Et bah, trop cool. Maintenant, vous êtes sous les feux des projecteurs. Vous êtes passé de l'autre côté. Donc, trop bien. Et bah, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Et ouais, toi peut-être aussi. à bientôt. Qui sait? Merci à toi aussi.